Bonjour à toutes et à tous. Bonjour personnes en présentiel. Vous êtes nombreux. Et ceux en distanciel, vous êtes nombreux aussi. Voilà, merci d'être là. Merci que vous soyez présents, peu importe dans la forme, pour cette troisième séance de séminaire parcours en psychiatrie. Troisième séance, et après les prochaines séances, ça sera à partir d'octobre, novembre et décembre. Donc on va clore ces trois premières parties avec cette séance. J'en suis ravi qu'on puisse accueillir aujourd'hui Ismaël Béchela et Lucille Zola pour finir cette trilogie de séances. Alors pour rappel, juste l'objectif général de ce séminaire, c'est vraiment de créer au sein du GHU un espace-temps qui puisse être une opportunité pour faciliter la rencontre, l'échange entre les chercheurs en sciences sociales et les acteurs de la psychiatrie, de manière à ce que les uns et les autres puissent davantage se comprendre, mais aussi s'enrichir mutuellement de leur lecture propre. Vraiment, l'enjeu, il est là, c'est la première expérience, première édition, mais voilà, l'idée elle est vraiment de pouvoir favoriser cette rencontre. Mais on a l'espoir aussi et l'envie que ce séminaire il puisse être aussi l'opportunité pour les professionnels de la santé. Et là, j'entends les usagers, j'entends aussi les usagers, les familles, les pères aidants professionnels et bénévoles, de prendre aussi ce temps du séminaire, de se saisir de ce séminaire pour pouvoir discuter aussi entre eux des sujets qu'on va aborder tout au long de cette séance-là, mais des autres aussi. Concernant la première édition de ce séminaire, la thématique choisie s'inscrit dans le cadre d'une problématique qui a été soulevée par les acteurs de terrain et particulièrement traitée au sein de notre direction, la DIOP, direction des opérations organisationnelles et du partenariat patient. L'enjeu de cette année, et je le rappelle parce que au bout de la troisième séance, c'est bien de retracer le fil, c'est de questionner le sens et les usages de la notion de parcours dans le champ de la psychiatrie, et ce dans le but d'apporter en fait, un éclairage aussi bien aux chercheurs qu'aux professionnels sur les usages, les pratiques autour de cette notion de parcours. Au cours de la première séance, on a eu l'occasion d'écouter Nicolas Henkes qui a proposé en fait une lecture socio-historique des raisons pour lesquelles la psychiatrie s'était progressivement organisée sous la forme de parcours. À cette intervention, Madame Coudray, directrice de la DIOP, avait pu rappeler les enjeux organisationnels et de soins que représentaient les parcours au sein du GHU. Lors d'une seconde session, on avait eu le plaisir d'écouter la doctorante sociologue Sophie Pessès et sociologue François Sicot, qui ont pu nous parler des enjeux sous l'angle sociologique, les enjeux de cette notion dans des conditions spécifiques comme les urgences en psychiatrie ou dans les équipes mobiles. L'un et l'autre ont décrit avec finesse la diversité des dynamiques qui animaient le sens, la structure de cette question de parcours. Et le docteur Bourevitch du GHU Paris avait pu, à cette occasion, apporter son expérience du travail dans les urgences. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de continuer cette exploration des parcours en psychiatrie en abordant la question un peu différemment. Tout d'abord, il s'agit de regarder le parcours depuis les dispositifs qui se situent en périphérie de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le parcours de soins un peu classique, et de voir comment, en fait, ces dispositifs vont s'articuler ou différemment avec les professionnels, avec l'ensemble des acteurs qui sont en jeu. Et puis, deuxièmement, l'enjeu aussi de cette séance, c'est d'apporter une attention particulière au parcours à différents niveaux, dont celui des personnes qui l'empruntent, ce parcours, en fait. Ceux qui vivent de l'intérieur la question des parcours et de pouvoir s'interroger davantage sur cette dimension-là qui n'a pas été véritablement abordée jusqu'à maintenant dans les premières séances, où on a davantage vu le côté très historique, après très conceptuel, et puis d'un point de vue très organisationnel. Et effectivement, peu de place a été donnée jusqu'à maintenant à la question des personnes en fait, qui en bénéficient ou qui les traversent. Et c'est l'objectif aussi de cette séance. Donc pour cela, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ismaël Béchela, docteur en anthropologie, et Lucille Zola, médiatrice de santé père au GHU. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, on va commencer notre séance avec le travail d'Ismaël Béchela, docteur en anthropologie à l'ENS de Lyon, et il nous propose donc une réflexion qui est issue de son travail de thèse dans le lieu de répit. Donc, il va nous expliquer ce qu'est le lieu de répit, les enjeux et les articulations qui peuvent être faites autour du parcours. Le titre de son intervention est le lieu de répit, une offre alternative pour la crise psychique. Et en bas de la slide, vous voyez une référence bibliographique que vous pouvez aller consulter sur la question des lieux de répit.
Je vous remercie beaucoup. Je remercie encore une fois Ismaël d'être présent et de pouvoir nous apporter tout cet éclairage sur le lieu de répit. Et je lui laisse la parole. Voilà. Je vais juste changer le slide. C'est celui-là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va se mettre en marche. Ensuite, je fais défiler Et ensuite, classiquement. ouais, normalement, la petite touche là, non, mais ça fonctionne bien. Et même ce type là sur. Voilà. Ok, super. Impeccable. Voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et merci Aurélien pour l'invitation à participer au séminaire. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui à Sainte-Anne avec vous ou à distance pour pouvoir présenter mon travail et puis d'intervenir avec Lucille aussi sur cette séance de séminaire. Donc, je vais vous faire une présentation qui est donc bien sûr axée sur la notion de parcours. Et j'avais prévu donc commencer par une présentation un peu contextuelle de mon travail de recherche et puis du dispositif de répit que j'ai étudié, et de présenter un peu trois dimensions du parcours avec une première échelle individuelle avec la présentation d'un parcours qui est lié au lieu de répit d'une personne en particulier, d'avoir une présentation un petit peu plus méta, on va dire, du dispositif en lui-même, de voir comment il fonctionne et comment il est organisé, et puis peut-être d'ouvrir des questions d'ordre un petit peu plus général sur comment le lieu de répit peut venir s'intégrer dans le parcours des usagers de la psychiatrie ou pas. Voilà. Donc, en discutant avec Aurélien et Lucille, en préparant la séance, je me suis dit que j'allais peut-être recentrer un petit peu plus sur la présentation du dispositif en lui-même, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi plus particulièrement, mais je pense que c'était bien aussi d'avoir un moment pour parler d'individualité des parcours. Donc, assez rapidement, mais on y reviendra un peu par dans la suite de la présentation. Donc, le lieu de répit, c'est un projet qui a émergé dans l'objectif d'éviter, tant que faire se peut, les hospitalisations, et notamment les hospitalisations sous contrainte. Donc, dans un contexte que vous connaissez, hein, qui est celui de l'augmentation du nombre des hospitalisations sans consentement, de questionnements moraux, et puis d'une judiciarisation, je vais réussir à le dire sans me tromper, des questions de soins en santé mentale. Et puis, bien sûr, dans un contexte qui est, encore une fois, que vous connaissez, qui est celui d'une crise qu'on peut dire structurelle de la psychiatrie hospitalière. Et donc, il y a quand même une volonté qui est assez ancienne, et quand on reprend des textes ou des rapports qui ont plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, qui ont étudié la question, tout le monde s'accorde à dire que finalement, si on veut pouvoir sortir un petit peu de quelque chose de trop hospitalo-centré, je ne sais pas si on m'entend bien au niveau du micro, ça nécessite de développer des alternatives à l'hospitalisation. Et ça ne va pas de soi. Donc, moi, je suis intervenu sur le projet de lieu de répit dans le cadre de ma thèse, mais c'était une thèse que je présente la slide d'après, mais qui était une thèse une convention de recherche particulière dans laquelle j'étais salarié par l'association qui m'employait, dans laquelle je faisais la thèse, donc qui est l'association Just, qui porte le projet de lieu de répit. Et donc, mon poste en entreprise consistait à animer une recherche-action participative qui a accompagné la construction et l'implantation du modèle interventionnel.
Donc une recherche action participative, pour resituer un petit peu. L'idée, c'est de pouvoir faire une recherche avec un certain nombre d'acteurs, et notamment les acteurs qui sont les personnes qui sont directement concernées par la recherche. Donc là, en l'occurrence, des usagers, usagères, ex-usagers, ex-usagères de la psychiatrie, qui participent au processus de recherche en tant que co-chercheurs. Donc ça peut être, par exemple, donc moi, on était deux à animer la recherche action participative. Ma collègue, elle était usagère de la psychiatrie, donc elle était chercheuse pair. On a animé la recherche, la RAP, elle était donc organisée autour d'un groupe de recherche action participative avec des usagers du lieu de répit ou pas, ou des citoyens, enfin voilà. On a fait des focus group, donc des entretiens, des réunions, des entretiens collectifs pour décider de la grille d'entretien. On a mené des entretiens à deux en binôme avec par exemple moi avec un usager, voilà, pour aller interviewer quelqu'un. Voilà, l'idée c'est de pouvoir partager la décision autour des questions de recherche et puis la réalisation de la recherche, ce qui ne va pas sans certains enjeux de pouvoir liés aux questions de savoir. C'est peut-être pas forcément le lieu pour les évoquer, mais en tout cas c'est important de l'avoir en tête. Et donc, là-dessus, j'ai réalisé ma thèse en anthropologie. Donc, l'idée pour moi, c'était d'observer ce qui se passait dans le dispositif, dans la recherche action participative, de comprendre comment les personnes fonctionnaient dans cet environnement particulier, qui est régi par certaines normes, par certains concepts, par certaines organisations, etc. Et avec trois axes qui sont donc sur un peu l'histoire des alternatives à la psychiatrie, la question du travail pair, où donc il y avait plusieurs travailleurs pairs, médiateurs de santé pairs, qui étaient présents dans l'équipe d'intervention, et puis sur la question du parcours des usagers, donc qu'est-ce qui se passe quand on rentre au lieu de répit, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne ou pas, etc. Voilà, ça c'est un peu pour le contexte général. Est-ce que déjà peut-être il y a des questions en particulier, peut-être plus dans la salle, ou des points qui ne sont pas clairs? On verra plutôt à la fin. Alors, la première chose que je voulais vous présenter, c'était le parcours d'une personne au lieu de répit, qu'on appellera A, et que j'ai choisi parce que déjà il est relativement représentatif d'un parcours au lieu de répit, qui permet de saisir un peu la nature du dispositif, de voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Et puis, c'est un parcours où j'ai pu avoir accès à toutes les notes de l'équipe d'intervention, qui prenait donc des notes dans un cahier de transmission en décrivant ce qui s'était passé dans la journée. Donc, j'ai toutes les notes de l'équipe d'intervention, de l'arrivée de A jusqu'à son départ. Donc ça, c'était des notes intéressantes au niveau anthropologique. Donc, voilà. Donc, le parcours de A, il est représentatif, mais c'est un parcours qui révèle surtout les limites du dispositif, parce que c'est un parcours qui ne se termine pas forcément hyper bien, vous allez le voir. Mais en tout cas, je trouvais que sur la question du parcours, c'était intéressant de montrer celui-là, parce que A, donc c'est un homme, il a on va dire une grande variabilité de comportement. C'est-à-dire que dans son projet de soins, il est suivi depuis longtemps par une équipe mobile de psychiatrie précarité. Et son projet de vie, etc., il varie un peu d'un jour sur l'autre, voire plusieurs fois par jour. Et c'est un peu ce qui se passe au lieu de répit. Donc si on regarde le parcours de A de manière un peu large, on voit que ça varie beaucoup. Et même si on le regarde sur une période ça dure quelques semaines, même là, ça varie beaucoup. Et même si je regardais jour par jour, ça varie aussi beaucoup. Donc A, il est adressé par une équipe mobile de psychiatrie précarité, donc qu'il suit depuis plusieurs années. Il répond tout à fait aux critères d'inclusion du dispositif. Et pendant son séjour, il alterne les super moments, donc c'est des mots qui sont notés dans le cahier de transmission, avec des moments qui sont beaucoup plus compliqués, avec des tensions avec les autres personnes accueillies.
qui impactent un peu la dynamique collective, hein, qui mettent un peu une mauvaise ambiance, un truc un peu pas super. Et puis, au bout d'un moment, il commence à formuler qu'en fait, il a envie de partir, mais en fait, il ne sait pas trop, alors il reste. Et puis, il a un projet de départ dans son pays d'origine, au Maghreb, qui concrétise au bout de quelques semaines, malgré le fait qu'il a une hospitalisation. Et peut-être pour repréciser, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément clair pour vous pour le moment, le dispositif du lieu de répit, il propose une alternative au moment de la crise, à l'hospitalisation. Donc déjà, avant d'arriver au lieu de répit, ça n'allait pas super. Et au lieu de répit, ça ne va pas forcément toujours mieux, à part au départ. Et donc, il part au Maghreb, il revient. Et c'est quelque chose que je trouvais intéressant à vous montrer, c'est cette possibilité qu'il a de pouvoir partir quelques jours, revenir, partir une nuit, revenir, etc. Et malheureusement, à la fin de son séjour, il y a une altercation avec une des intervenantes du dispositif. Et il pose un acte de violence, et du coup, il part du dispositif, et finalement, il est rattrapé, enfin, il est retrouvé quelques jours plus tard, et puis il est hospitalisé. Donc voilà, ça c'est pour vous dire qu'effectivement, la fin du parcours de A, elle n'est pas forcément super positive. Mais en tout cas, ce que je voulais mettre en avant, c'était les variations qu'il y avait dans le séjour de A au lieu de répit, avec au départ beaucoup d'entrain, une participation à la vie collective, etc., des projets de soins. Donc il dit qu'il veut arrêter, par exemple, la consommation de cannabis, qu'il a des projets de sport, qu'il a envie de faire un plan de rétablissement, etc. Et puis, au bout d'un moment, bah, tout ça, ça commence à retomber un petit peu, il commence à avoir des doutes, il y a un sentiment un peu de persécution qui vient, il a l'impression qu'on l'a volé, qu'on l'accuse, et du coup, il commence à y avoir un peu des tensions avec le collectif. Et puis, finalement, ça va jusqu'à des menaces, une agression, etc., etc. Et donc, ça se détériore un peu comme ça. Mais ce qui est peut-être positif à retenir là-dedans, c'est, à mon avis, que le dispositif du lieu de répit permet cet accueil-là, cette souplesse. C'est-à-dire que, par exemple, quand A, il insulte quelqu'un ou qu'il menace ou qu'il exprime quelque chose d'un petit peu violent, il n'est pas forcément mis à la porte tout de suite. Quand il dit qu'il veut partir, aller dormir en CHRS ou chez un copain, eh ben, c'est pas OK, bah, c'est bon, tu t'en vas. Quand il part au Maghreb, il peut partir quelques jours et revenir. Et finalement, au lieu d'être hospitalisé au moment de son arrivée, ce qui aurait pu être le cas s'il n'y avait pas eu le dispositif, il est hospitalisé, certes, mais plusieurs semaines après. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu quelque chose qui a pu se passer, un espace qui lui a permis peut-être de commencer à envisager d'autres projets, et en tout cas de vivre un certain nombre de choses qui, en dehors de l'hospitalisation, ce qu'il n'aurait peut-être pas pu faire s'il n'y avait pas eu le dispositif. Sur la question du parcours et de la continuité, de la non-rupture, ce séjour, il permet aussi à l'équipe mobile qui d'habitude le suit dans ses différents lieux de vie, de continuer à l'accompagner sur un temps de séjour qui était un mois et demi ou 2 mois. Donc, qui permet quand même une certaine continuité. OK, ça c'est la slide que j'aurais peut-être pu vous passer avant, qui accompagnait cette présentation. Et pour vous présenter, il y a une photo qui est là. Et pour vous présenter peut-être un petit peu plus concrètement donc, ce dispositif du lieu de répit, après vous avoir présenté le parcours de A. Donc c'est un bâtiment qui est relativement ordinaire, que vous voyez à droite, si ce n'est la façade un peu qui a été repeinte, mais c'est un bâtiment classique du centre-ville de Marseille, sur 4 étages, avec à chaque étage 2 ou 3 chambres individuelles, et puis une cuisine collective, les douches collectives, etc. Et puis un espace de rencontre au rez-de-chaussée où il peut y avoir des réunions, voilà, des événements un peu plus
un peu plus collectif. Les modèles initiaux du dispositif, c'est des modèles qui ont été développés bon, pour le premier en Angleterre, même si ce n'est pas sur une période très très longue. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais c'est Kingsley Hall. Une époque qui était quand même très critique de la psychiatrie, et puis une critique aussi politique et sociale qui était assez forte. Bon, voilà, je vais peut-être un peu passer, mais surtout le modèle suivant, qui est celui de Soteria, qui a été développé à la suite de Kingsley Hall en Californie. C'est peut-être celui-là qui sert un petit peu plus de modèle au lieu de répit. Alors, il y a la question de la médication qui est importante au lieu de répit, mais qui était vraiment centrale à Soteria, où il y avait un non-médication. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas du tout le cas au lieu de répit, mais en tout cas, cette question, elle se pose. Mais l'idée, c'est d'avoir un cadre relativement ordinaire, on va dire, et puis l'importance qu'il peut y avoir dans la relation, en se disant que la relation peut permettre d'accompagner la crise et de soigner. Et notamment le fait qu'il puisse y avoir des intervenants qui ne sont pas des professionnels de santé mentale classiques, qui peuvent intervenir avec des personnes en crise psychique et apporter du soin. Voilà, donc le modèle Soteria, il a été développé pendant une dizaine d'années et puis il s'est arrêté. Et depuis, il a été répliqué dans pas mal d'endroits. Il y a eu pas mal d'études faites sur les résultats de ces dispositifs. Donc, au lieu de répit, les personnes qui sont accueillies, qui sont des personnes en situation de crise, elles sont accueillies avec des contrats d'1 mois qui sont renouvelables dans la limite de 2 fois, avec des durées de moyenne de séjour qui sont de... J'ai l'impression que le micro... Non, c'est bon, vous m'entendez bien? Le micro, il est bien. OK. Avec des durées moyennes de séjour de 57 jours, donc on va dire entre 1 et 2 mois d'accueil. Les entrées et sorties sont libres, donc quand la personne arrive, elle se voit remettre les clés du bâtiment et les clés de sa chambre, donc un espace privatif qui lui appartient, entre guillemets, le temps du séjour, et puis un espace collectif dans lequel elle est libre de circuler. Une présence voilà, qui, théoriquement, devrait être une présence 24 heures sur 24, mais qui, financièrement, est une présence de la moitié moins. Des intervenants qui sont présents en binôme de 9 h à 21 h, avec une animation de la vie collective, la réalisation d'entretiens, notamment individuels, avec ou sans les proches de la personne accueillie. Et puis, un groupe de 8 personnes accueillies en moyenne simultanément. Je ne sais pas si c'est forcément la peine de trop développer sur les critères d'inclusion. Simplement, peut-être pour signaler qu'il y a une recherche randomisée qui est en cours, qui est en train de se terminer, qui a fait qu'il y a eu des critères d'inclusion qui ont été assez stricts, et notamment, là, depuis quelques années, un tirage au sort au moment de l'accueil pour pouvoir avoir deux groupes comparables, en sachant que c'est voilà, le temps d'une recherche et qu'après, on peut imaginer des critères d'accueil qui soient beaucoup plus larges. Mais là, le dispositif s'adressait essentiellement à des personnes avec des troubles psychiques sévères et en situation de crise ou de post-crise immédiate, donc avec une indication d'hospitalisation, alors tout juste après un passage aux urgences. C'est peut-être pour signaler que voilà, ce n'est pas un dispositif qui répond à de la post-hospitalisation, par exemple. Au niveau des pratiques d'intervention, on a la question du groupe, donc du collectif, qui est important, avec une participation importante des personnes à la vie du dispositif. Et l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les relations interpersonnelles au sein du dispositif. La notion bien sûr, de rétablissement, enfin, bien sûr, en tout cas, le lieu de répit a été construit sur des principes de rétablissement. Et donc, il y a
on va dire, une sensibilisation à la notion de rétablissement pour les personnes qui sont accueillies. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 6 semaines ou 2 mois, il va y avoir un bond extraordinaire au niveau du rétablissement, mais au moins, ça peut permettre de présenter certains outils, de commencer à travailler des choses, ou pour des personnes qui ont déjà avancé sur leur rétablissement, de pouvoir approfondir ce qui a été fait. La question de donner du sens à la crise, elle est importante, même si elle n'est pas simple. Et puis, un point qui est, à mon avis, important, c'est la question de la présence des proches de la personne qui peuvent être invités sur des réunions, sur un principe qui doit être la slide d'après, non, peut-être pas, de l'open dialogue. Donc, d'inviter les proches de la personne à discuter de ce qui se passe pour chacun, et pas seulement de centrer l'accompagnement sur l'individu, mais d'intégrer le réseau à son accompagnement. Donc, clairement, j'ai encore pas 10 minutes, hein, facile. OK. Alors, pour conceptualiser peut-être un petit peu le parcours au lieu de répit, qu'est-ce que ça permet? En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai pu observer dans le cadre de ma thèse, le parcours au lieu de répit? C'est déjà, la première chose, c'est la possibilité d'un choix, et ce qui est déjà assez conséquent. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées, ou de proches qui témoignent un peu de un peu une forme de, comment dire, de voie un peu toute tracée, où on sent qu'il y a des choses qui commencent à aller moins bien. Peut-être que la personne, elle refuse un peu d'aller consulter, ou voilà, de s'engager dans un soin un peu médical, peut-être parce que ça lui fait peur, peut-être parce qu'elle a eu des expériences passées en psychiatrie qui ont été négatives. Et du coup, la situation, elle bouge pas trop. Et puis du coup, ça s'aggrave. Et puis plus ça va, plus on se pose la question de l'hospitalisation. Et puis finalement, il n'y a rien d'autre. Et donc, on se retrouve à être hospitalisé. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on a envie. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc là, déjà, clairement, l'existence de dispositifs qui représentent très peu de monde finalement, parce qu'il n'y a qu'un modèle à Marseille pour le moment. Mais en tout cas, pour plusieurs personnes que j'ai rencontrées, interviewées, c'était déjà la possibilité d'avoir un choix et de se dire, OK, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Là, c'est l'hospitalisation ou l'hospitalisation. Ben là, il y a l'hospitalisation ou un lieu de répit, et puis on va tester, on va voir. Peut-être que ça va marcher, mais peut-être que ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, on a ce choix-là. Et déjà, ça, c'est important. Ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est l'existence de cette alternative, déjà, en soi, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, quand les personnes sont accueillies, souvent, on a une sorte de... Enfin, on va dire des premières heures, des premières 40 heures qui peuvent être un peu... comment dire, un peu décousues, un peu... voilà, où il faut laisser le temps à la personne d'arriver, de se poser, de comprendre un petit peu où elle est, comment ça se passe. Mais une sorte d'apaisement assez souvent dans les premiers jours. Le fait d'être peut-être sorti du contexte dans lequel elle était et où ça se passait moins bien. On a par exemple eu beaucoup de situations de personnes qui étaient orientées par une équipe mobile de crise qui intervenait à domicile, et où les relations avec les parents, avec l'entourage, devenaient trop complexes. Et finalement, le fait que la personne, elle sorte de chez elle et qu'elle soit accueillie ailleurs, ben, elle, ça lui permet de souffler. Ses parents, ses proches, ça leur permet de souffler. Et déjà, ça ouvre un peu des possibles. Et puis, l'attention qui est portée aux besoins de base donc, des personnes, notamment l'alimentation, le sommeil, le fait de se sentir en sécurité, d'être libre aussi, d'aller et venir. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que voilà, c'était déjà quelque chose qui participait à ce qu'elles aillent mieux, ou qu'en tout cas, la situation de crise ne dégénère pas. Et puis,
je suis pas terminé. Cette crise, un peu cette parenthèse qui s'ouvre à un moment donné quand on a réussi à se poser un petit peu, qu'on s'est un peu reposé, qu'on commence un peu à ouvrir les yeux. Et ben, du coup, elle permet aussi d'avoir du temps pour réfléchir à ce qui se passe pour soi, à peut-être ses symptômes, peut-être à la situation antérieure à la crise qui a fait qu'à un moment donné, ça a pu advenir ou pas, à ce qu'on a envie pour la suite, etc. Donc, une sorte d'introspection qui peut être accompagnée par les intervenants, par des outils de rétablissement. Je pense au plan individualisé de rétablissement, par exemple, qui peut permettre de penser à ces questions-là. Par exemple, clairement, qu'est-ce qui nous fait du bien ou qu'est-ce qui nous fait moins de bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand ça va pas bien, voilà, ce genre de choses. Donc, ce temps-là, il permet cette réflexion sur soi et sur les troubles, sur la crise. Et puis, enfin, moi, c'est peut-être le point qui me semble peut-être le plus important. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de la forme des interactions qu'il peut y avoir au sein du lieu de répit, avec une sorte de réciprocité dans la relation, un peu de déstigmatisation des troubles psychiques, et qui vont faire que la nature j'utilise stigmate parce que voilà, c'est un titre d'un ouvrage de Goffman, euh, notamment sur ces questions-là, mais de comment on va percevoir ces troubles et comment on va les mettre en jeu socialement et comment on va agir avec le regard de l'autre par rapport à ces troubles. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce niveau-là, et notamment par l'apport des médiateurs de santé pairs, des travailleurs pairs, qui ont une expérience, eux, des troubles psychiques, de la crise, qui ont pu construire un savoir sur cette expérience et qu'ils réengagent dans la relation thérapeutique et qui donc, à mon avis, permet de changer quelque part les représentations qui sont associées aux troubles psychiques et à la crise. Et puis la question des outils de rétablissement dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont aussi, à mon avis, importants. Je ne sais pas si j'ai développé après, ouais. Mais voilà, notamment, donc, je pense aux directives anticipées, incitatives en psychiatrie, qui peuvent permettre de mettre par écrit ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas lors des épisodes de crise. Ça peut être par exemple le choix d'une molécule ou le refus d'une molécule, et de dire, bah voilà, moi, ce médicament-là, par exemple, il me fait du bien, et celui-là, c'est plutôt à éviter, ou alors plutôt à tel dosage qu'à tel autre, ou alors je préfère aller plutôt dans ce service et pas dans ce... Voilà, avec la référence à une personne de confiance aussi, à qui on peut s'adresser quand on sent que ça va moins bien et qu'on est peut-être moins en capacité de décider pour soi-même. C'est des directives qui peuvent être intégrées. Donc, le PER, c'est plan d'accompagnement individualisé au rétablissement, qui est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent, mais une sorte de carnet dans lequel on peut noter tout ça et pouvoir le mettre en réflexion, revenir dessus, voilà, sur, par exemple, notamment ce qui fait du bien ou pas, sur intégrer ces directives anticipées, la personne de confiance, etc. Les groupes d'entendeurs de voix, je ne connais pas forcément très bien ici à Paris, mais je pense qu'il y a au moins un groupe d'entendeurs de voix. Donc, souvent, le fait que pour des personnes qui ont des hallucinations auditives, le fait de savoir qu'il y a des groupes dans lesquels elles peuvent rencontrer d'autres personnes qui connaissent la même chose, voilà, ça peut être très, très favorable, et puis elles sont souvent assez contentes de pouvoir participer à ces rencontres. Le fait qu'on ait travaillé avec un réseau qui est assez conséquent, à Marseille, il y a une dynamique autour des questions du rétablissement qui est assez importante. Et du coup, ça permet d'ouvrir pas mal de choses pour les personnes qui passent par le lieu de répit et qui peuvent découvrir des dispositifs, des modalités de soins. Donc là, j'ai mis des équipes mobiles avec lesquelles le dispositif fonctionne pas mal pour la suite, ou le COFOR, qui est une université du rétablissement, donc dans lequel on peut aller
suivre des modules sur leur établissement, par exemple sur la gestion des troubles ou sur le droit des patients, voilà, et qu'un espace de rencontre et de réflexion très, enfin, voilà, qui produit plein de choses super positives. Euh, la question de l'horizontalité, des relations, de la participation, je pense que j'en ai déjà parlé. La péréquation, bien évidemment. Pour nous, c'était clair que dans l'équipe d'intervention, alors sur le modèle théorique, il y avait la moitié qui étaient des travailleurs pairs, donc il y a une dizaine d'intervenants. Donc, dans la réalité, c'est moins de la moitié, en tout cas quand j'y étais. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir une part assez importante de médiateurs de santé pairs dans l'équipe d'intervention. Et puis l'approche Open Dialogue, qui est une approche un peu, qui est une évolution de la thérapie systémique qui a été mise en place en Finlande et qui est assez, comment dire, assez pointue au niveau de la méthodologie et de l'animation des séances. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'idée, c'est de faire des rencontres avec le réseau de la personne, d'intégrer ses proches, donc les proches qu'elle souhaite. Donc, elle peut vouloir dire, bah, voilà, j'aimerais bien que la prochaine rencontre, il y ait mon frère, mon père et puis mon assistante sociale, et puis qu'on puisse discuter de certains points. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet d'ouvrir les possibilités de soutien à la personne après les épisodes de crise. Il y a un petit schéma mais que vous ne devez pas forcément beaucoup voir, mais qui essaye de montrer un peu la question du réseau autour du lieu de répit. Voilà pour ce qui était sur le dispositif en lui-même, mais j'imagine que vous aurez des questions. Et puis pour terminer, et puis peut-être pour ouvrir un peu la discussion, l'idée c'est de voir aussi un peu ce dispositif dans comment il s'intègre au champ de la psychiatrie. Donc, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le souligner, mais il y a quand même cette question de la possibilité d'un choix, donc un élargissement de l'offre, clairement, au moment de la crise, qui va compléter, on va dire, les autres offres existantes, qui ne va pas substituer. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas d'urgence psychiatrique ou service d'hospitalisation, hein, ce n'est pas ça. C'est de dire que ces solutions, elles correspondent à certaines personnes, peut-être moins à d'autres, qu'un dispositif comme le lieu de répit, ça peut aller à certaines personnes et peut-être moins à d'autres, etc. Un projet qui est quand même issu des revendications des usagers, des usagères, notamment si on remonte à la base, mais au mouvement des usagers des années 70 aux États-Unis, mais qui répond, je pense, clairement à un besoin qui vient des personnes directement concernées. Ça, je pense que c'est important de le dire, de le redire. Et puis, peut-être des questions un petit peu plus morales, on va dire, sur comment on intègre les troubles psychiques à la société, comment on répond à la crise psychique. Voilà, ça, je pense que au-delà des pratiques de soins qui sont importantes et des pratiques d'accueil de la crise, il y a vraiment une question un peu morale, politique, sociale. Voilà, comment on répond à ça et voilà, je pense que c'est important d'y réfléchir. Et puis, bon, forcément des limites qui sont quand même les limites par rapport au type de crise qui ont été accueillies au lieu de répit, où on s'est rendu compte que des crises quand même très importantes, sans étayage médical, ben voilà, c'était quand même très compliqué à accueillir sur le lieu tel qu'il était actuellement. La question du financement, mais ça surprendra trop personne. Et puis, forcément, c'est lié aussi à fait de l'efficacité. Donc, c'est un peu le but de la recherche randomisée dont je vous parlais tout à l'heure. C'est d'avoir des résultats un peu relativement fiables, en tout cas, sur lesquels on peut s'appuyer pour décider si c'est intéressant ou pas de répliquer, d'essaimer ce type de dispositif.
en sachant encore une fois que pour l'instant, il n'y en a qu'un qui fonctionne, qu'il y en a 2 autres qui sont en projet, mais voilà, ça reste quand même très, très, très restreint si on prend l'échelle nationale. Voilà, voilà. Et je pense que j'ai à peu près terminé. Donc après, je ne sais pas si je ne sais pas comment tu veux faire pour les questions ou. Merci. Peut-être là-bas. Pour voir si ça fonctionne. J'avais vu que pour préciser, du coup, il y a normalement, il y a la moitié de paiement, l'autre moitié c'est des paiements. Vous avez pas demandé quel type Oui. c'est pas la réalisation. Pardon, j'ai pas bien entendu. Oui, 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 merci. Merci de la question, parce qu'effectivement, je me rends compte que je n'ai pas présenté l'équipe d'intervention. Donc, l'équipe d'intervention, le dispositif n'est pas médicalisé, donc il n'y a pas de médecin sur place, d'où l'importance et l'intérêt d'avoir un accompagnement qui c'est souvent fait par des équipes mobiles de crise, qui peut où il peut y avoir un appui, un étayage médical qui intervient dans le lieu. Après, il y a on va dire tous les jours, des infirmiers libéraux qui passent matin et soir, mettons, enfin en fonction des besoins des personnes, mais qui vont intervenir dans le lieu. Mais l'équipe d'intervention en elle-même, elle n'est pas médicalisée. Après, il y a souvent eu, voilà, il y a eu un questionnement autour du fait de savoir est-ce qu'il y a un poste d'infirmier ou pas. Voilà, c'est des questions qui se posaient. Je sais que les projets qui sont en train de se développer là, parce que du coup, l'idée, c'est quand même que ce soit un modèle. Et forcément, quand il va se répliquer, il va bouger, il va dépendre du contexte, des personnes qui le montent, etc. Là, les projets qui sont en train de se monter à Lyon, notamment, ils se posent aussi cette question, qui est forcément une question récurrente. Voilà. Dans un peu, on va dire, l'idéal du modèle initial, le fait que ce soit pas médicalisé, ça permet de ne pas reproduire quelque chose qui se rapproche trop de l'hôpital. Mais on est d'accord qu'il faut un appui médical quelque part. Et là, en l'occurrence, c'est un appui médical qui est extérieur. Et donc, les autres intervenants, il y a des personnes qui travaillaient sans formation particulière dans le sanitaire ou social. Puis, il y a des personnes qui avaient une expérience ou des formations dans ce domaine-là. Là, en ce moment, il me semble qu'il y a une psychologue, un poste de psychologue. Mais nous, quand j'y étais, en tout cas, on a fonctionné avec une fiche de poste transversale qu'on a appelée intervenant santé mentale communautaire. Donc tout le monde était intervenant en santé mentale communautaire. Et puis certains étaient médiateurs de santé pair, et puis d'autres avaient peut-être des compétences d'accompagnement social, et puis d'autres compétences, mais tout le monde était sur la même fiche de poste, avec des salaires égaux. Ouais. C'est porté par une association, qui s'appelle l'association Just, qui est basée à Marseille. Et c'est financé par l'ARS, mais sur des fonds qui ne sont pas pérennes, donc avec un financement annuel et des questionnements tous les ans pour savoir s'il va de nouveau y avoir un financement pour l'année suivante. Et quand est-ce qu'il va arriver? Parce que quand il arrive au mois d'avril et que l'année a déjà commencé, qu'il a fallu verser les salaires, voilà, en sachant que c'est une petite association. Mais là, en tout cas, ce modèle-là, il est porté par Après, on a essayé de réfléchir d'autres types de financement.
Et il y a un projet d'article 51, de dépôt d'article 51 au niveau national pour essayer d'avoir un financement un peu plus étoffé, parce que c'est vrai que là, c'était quand même très compliqué, ce qui ajoute aussi aux difficultés que peut rencontrer le lieu. En plus de la complexité à accueillir la crise que vous connaissez, mais voilà, dans des conditions qui sont pas forcément toujours très évidentes. Comme ça, comme ça. Vous avez comparé un service d'hospitalisation administrative qui prend en charge d'été et cette structure-là, comment vous avez... Parce que vous avez évalué, vous avez cherché aussi à améliorer de quelle manière? Oui, alors moi, ma thèse, en fait, je l'ai réalisée donc en anthropologie et cette recherche randomisée dont je vous parlais tout à l'heure, donc de comparaison de deux groupes, elle n'avait pas débuté. Elle a débuté quand j'ai terminé ma thèse. Donc moi, j'ai relativement comparé, on va dire, en fait, j'ai été interviewé des personnes qui étaient hospitalisées aux urgences psychiatriques et après qui ont eu un parcours d'hospitalisation ou pas. Et j'ai beaucoup interviewé ou vécu ou observé les personnes qui ont été accueillies au lieu de répit pour essayer de comprendre ce que je vous ai présenté un peu, qu'est-ce qui se passe pour elles à ce moment-là. Mais la recherche, elle est en train de se terminer, je crois. Donc là, oui, effectivement, ils ont comparé un groupe donc réparti aléatoirement, un groupe qui bénéficie pas du lieu de répit, un groupe qui bénéficie du lieu de répit. Le critère principal d'évaluation, c'était la durée des hospitalisations à 6 mois. Après, c'est très codifié parce qu'il faut que ça rentre dans les critères scientifiques. Donc, il y a un critère principal qui est celui, si je ne me trompe pas, de la durée d'hospitalisation à 6 mois. Donc, les personnes qui sont accueillies au lieu de répit, est-ce que elles ont été hospitalisées plus de jours ou moins de jours que les personnes qui n'ont pas été accueillies au lieu de répit? Et ensuite, il y a d'autres indicateurs. Donc, il y a à 1 an, il y a le coût médico-financier, enfin voilà, avec des questions de dépenses de santé qui est assez complexe, qui est comparé aussi, et puis d'autres indicateurs que je ne vais pas m'engager à les préciser parce que je ne suis pas sûr de... Voilà, ça répond à la question. Merci beaucoup, Ismaël, pour cette intervention, pour cette présentation, parce que je pense que pour beaucoup, c'était une découverte, le lieu de répit. Et moi aussi, j'ai plein de questions que je les poserai tout à l'heure. Donc, je propose qu'on invite sur scène Lucie Zola, donc médiatrice de santé père au Centre d'évaluation pour jeunes adultes et adolescents, le CEJAD, du GHU Paris, et présidente de la Maison Perchée. J'ai mis les liens des lieux en question, des dispositifs en question. Et donc, merci beaucoup, Lucie, d'avoir accepté de participer à cette séance, avec l'idée de à la fois pouvoir ouvrir l'échange de la discussion avec Ismaël, et puis aussi de présenter aussi ton point de vue, ton métier, ta lecture aussi de ce que c'est que le parcours à travers deux dispositifs qui sont, qui, je pense aussi, a besoin d'être expliqués parce que le CEJAD comme la Maison Perchée, je pense que beaucoup de personnes entendent parler de la Maison Perchée, mais ça savent pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc, et qui sont, etc. Donc, je commence par celui-là. Dis dès qu'il y a besoin. Et merci. Ah bah, t'as un micro. Avant de vous présenter un peu la Maison Perchée juste à l'oral, je vais juste juste présenter le rôle d'un médiateur santé père en institution et aussi à la fois en associatif, sachant que j'ai un temps de recul sur ma pratique que de 3 ans. Donc c'est encore
très récent. Alors, là, pour moi, la paire aidant, c'est le fait qu'une personne ou des personnes interviennent auprès d'autres usagers à partir de notre expérience personnelle. Mais en fait, il faut aussi avoir pour moi, il faut qu'on ait une petite formation, enfin, minimum une formation, pour avoir à la fois des savoirs théoriques et à la fois les savoirs expérientiels qui permettent d'intervenir, je pense, de façon plus pertinente avec les autres usagers. Donc, conditions pour être médiateur santé pair. Je sais qu'il y a une distinction entre pair aidant, bénévole et médiateur santé pair. Ce qui va différencier en fait la pratique du pair aidant bénévole et du médiateur santé pair, c'est la rémunération et la formation pour l'instant. Donc actuellement, il y a 2 licences pour devenir médiateur santé pair, donc 2 promos par an, une à Bordeaux en septembre qui intervient dans la licence intervention sociale avec une option médiateur santé pair. Et à Bobigny, il y a la licence, c'est intégré à la licence sciences sanitaires et sociales, option médiateur santé pair. Donc pour moi, le rétablissement, c'est vraiment un processus individuel et unique qui nous permet en fait de vivre une vie en faisant des projets, que ce soit professionnel, personnel, bénévole, comme on l'entend, sans que la maladie ait trop d'impact sur notre vie. Je ne dis pas que il y a des symptômes qui impactent toujours, mais plus on se connaît, plus on arrive à agir sur nos symptômes, à se protéger, à savoir, comme le disait Ismaël tout à l'heure, c'est faire avoir des outils comme le GPS, etc., pour préparer la crise quand ça va, pouvoir dire non, tel médicament, je ne le veux pas, telle personne, je ne veux pas lui parler si je suis en état de crise, à un moment où on n'est plus maître de soi-même, donc avoir donné des indications en amont, ça permet aussi entre guillemets, de respecter la liberté des personnes. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure par rapport justement de façon morale, comment aujourd'hui on traite la crise en France. Il y a une autre définition qui me tenait aussi à cœur, c'est que la souffrance, c'est pas uniquement définie par la douleur physique ni même la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir faire, ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. C'est vraiment le fait de ne plus être, pour moi, de ne plus être autonome, de perdre son autonomie. C'est aussi tout le fait d'être mis un peu à un pan haut de la société. Par exemple, quand après mon premier épisode à Dublin, j'avais un job étudiant à la FNAC et que j'avais déjà fait auparavant, donc ils me connaissaient. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait remercier gentiment au bout de 2 week-ends parce que j'étais ralentie, j'étais plus la même personne. Donc ça, c'est des parcours que beaucoup d'usagers de la psychiatrie vivent, c'est-à-dire qu'on n'est plus la même personne après la crise. L'institution hospitalière traite la crise, mais à la sortie, qui accompagne, comme on accompagne, il y a beaucoup d'éléments à traiter après la crise, après l'hospitalisation, qui ne le sont pas souvent. Et du coup, pour moi, cette définition rassemble un peu vraiment tout ça. C'est vraiment la distribution de notre capacité d'agir qui est en plus, une douleur en plus par rapport à la maladie, l'hospitalisation, etc. Si on théorise un peu en 5 dimensions, les domaines sur lesquels il faut agir, entre guillemets, pour se rétablir, moi, je dirais que c'est vraiment tout d'abord une rémission des symptômes. Je ne dis pas une absence totale de symptômes, mais une rémission des symptômes. J'arrive à travailler, je pense que ça, c'est un indicateur. On peut avoir le débat là-dessus. Si la personne fait le choix de ne pas travailler, c'est OK. Enfin, c'est OK aussi. Et surtout, de retrouver son pouvoir d'agir, d'être autonome. Je pense que l'autonomie, c'est vraiment le point central. Au moment où, pour la famille,
on pense pour les aidants pour accompagner, entre guillemets. Penser autonomie de la personne, c'est un point central après les premières crises, après les premières hospitalisations. C'est vraiment retrouver toute sa capacité à être et à vivre. Donc, être en lien, avoir des liens sociaux, donc avec la famille, les amis, avoir une vie sociale satisfaisante et sentir qu'on n'est pas exclu et qu'on puisse vivre notre vie comme quelqu'un d'autre. Et pour finir, oui, c'est donner du sens à ses projets, à sa vie, enfin, se sentir intégré. Et c'est là aussi que la Maison Perchée intervient, c'est que oui, l'hôpital traite la crise, mais quand on sort, comme je disais tout à l'heure, quand on sort, il y a encore beaucoup d'éléments à traiter. Et la Maison Perchée, par exemple, ça, c'est une des premières choses qu'on voit, c'est les personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, mais c'est un truc de fou, entre guillemets, je peux parler de ça. Je peux parler de ça de façon libre, sans jugement. » Et la discussion, elle s'ouvre très rapidement. Et il y a toujours des échanges très précieux. Les personnes se donnent des tips, etc. Et ce qui est... Et les familles aussi qui viennent, les familles qui demandent de l'info, on les accueille, on leur donne de l'info. Donc c'est vraiment une des choses que permet la Maison Perchée, c'est vraiment de retrouver du lien social. Et ça, c'est vraiment une grosse demande quand on sort d'hospitalisation, des fois on perd nos amis, etc. Donc au CEJAD, pour la pratique que j'ai au CEJAD, donc au centre d'évaluation pour jeunes adultes et adolescents, c'est un centre qui est intégré au pôle pépite du GHU. Donc, la spécificité du CEJAD, c'est de faire de l'intervention précoce. Par exemple, pour des patients qui sont UHR à ultra haut risque, qui ont des symptômes mais qui n'ont pas de diagnostic encore par exemple, de schizophrénie, de bipolarité, etc. Il y a une partie de co-animation des groupes d'éducation thérapeutique. Par exemple, pendant la formation à Bobigny, donc à Sorbonne Paris Nord, on est formé à l'ETP. Donc, on peut intervenir sur des groupes d'éducation thérapeutique, dans des groupes de psychoéducation. Je pense qu'une des parties les plus pertinentes du médiateur santé père actuel, enfin, pour moi en tout cas, c'est aider à accompagner après une annonce diagnostique, intervenir à l'annonce diagnostique. C'est pertinent puisque à ce moment-là, il y a de l'autostigmatisation. Pour beaucoup d'usagers, il y a de l'autostigmatisation. Et de pouvoir parler à quelqu'un qui a déjà eu ce diagnostic et qui, entre guillemets, enfin, je sais pas comment dire parce que j'ai eu une expérience par rapport à ça dans ma pratique, c'est-à-dire que une jeune fille avait un diagnostic de schizophrénie et sa maman était venue participer au groupe de psychoéducation pro-famille. Je suis intervenue dans une de séances de ce groupe et il y a une maman à la fin qui vient me voir et qui me dit oui, est-ce que je peux vous prendre en photo? Je fais ouais, oui. Elle me dit parce que ma fille, elle pense que tous les schizophrènes, ils ont des têtes d'Elephant Man. Ok. Et du coup, c'est toutes ces appréhensions, etc. Il y a de l'autostigmatisation qui est énorme en fait par rapport oui, à tout ce qu'on voit dans les médias. Donc vraiment accompagner les usagers du CEJAD dans l'acceptation, la compréhension de la maladie du premier épisode de psychotique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des entretiens en binôme avec le médecin psychiatre, l'infirmier, les neuropsys, ce qui fait qu'il y a la grille de lecture du médiateur. Les entretiens en binôme, c'est super intéressant, puisqu'à la fois, on a la grille de lecture du médecin, on a la grille de lecture de l'infirmier ou du psychologue neuropsy et du MSP.
ce qui est assez intéressant dans les échanges, par exemple, un patient va nous dire des choses qu'il ne dit pas à son psychiatre. Par exemple, j'avais fait aussi un entretien avec un collègue de psychiatre qui, à un moment, du coup, il s'est éclipsé pour me laisser seule avec le patient pour que je puisse continuer la conversation avec lui, etc. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on fait au CEGED. Les jeunes ont des care managers, donc c'est des infirmiers qui accompagnent dans tous les domaines de la vie d'un jeune, donc accompagnement professionnel ou études, les réinscriptions à la fac, accompagner à la fac quand les patients n'arrivent pas à se déplacer, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement un peu plus global. Et il y a je pense au programme Bref pour les familles qui, à la troisième, c'est 3 séances avec les aidants. Et à la troisième séance, il y a une personne bénévole de l'UNAFAM qui vient et donner de l'info, parce que ça, c'est si on ne cherche pas, on n'a pas l'info. Donc, que des centres hospitaliers puissent donner les infos sur toutes les associations existantes en psychiatrie, c'est super important. C'est pour ça que parler de l'UNAFAM, parler des GEM, parler de toutes ces de promesses, de toutes les associations existantes et différentes pour que les parents aient le choix, pour que le jeune ait le choix. Ce que disait Ismaël, c'est qu'il y a une pluralité quand il y a une pluralité d'offres entre guillemets non médicalisées et médicalisées et toutes différentes, ça permet à la personne de choisir l'association qui lui convient ou les professionnels qui lui conviennent, ce qui n'est pas encore le cas au CNP ou à l'hôpital. Donc vraiment, oui, les premiers besoins des patients, c'est de parler à une personne ayant vécu les mêmes problématiques, rassurer et surtout donner des perspectives d'avenir. Quand j'ai eu mon diagnostic de schizophrénie, ce qui m'aidait à tenir un peu, entre guillemets, c'était des brochures sur des écoles que je ne ferai jamais, mais ça m'aidait à tenir. Et ma psychiatre, à l'époque, m'avait dit, oui, j'ai un patient qui a eu un diagnostic de schizophrénie, qui a fait telle école, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rassurée, mais énormément, en fait. Avoir des perspectives d'avenir, donner des perspectives d'avenir. Et un médiateur santé-père, il intervient à ce moment-là, c'est qu'il y a des perspectives d'amélioration. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, tu n'arrives plus à lire. Oui, tu n'as plus de concentration. Oui, tu n'arrives plus à regarder un film. Mais ça reviendra. C'est des choses de la vie courante qu'on faisait qui ont disparu, mais ça reviendra. Donc vraiment aussi aider à la compréhension des symptômes, développer l'insight des patients sur la reconnaissance de nos propres symptômes, parce que plus on connaît nos symptômes, mieux on peut agir dessus. Par exemple, pour une crise d'angoisse, se dire que oui, c'est très, très, très désagréable, mais ça va passer. Accompagner vers l'autonomie. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, pour moi, l'autonomie, c'est un des principes principaux dans le parcours de soins. Et vraiment aider et accompagner après une annonce diagnostique, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'autostigmatisation. Donc, juste accompagner, pas faire à la place du patient, c'est juste de l'accompagnement, c'est pas faire à la place du patient. Insuffler de l'espoir, compréhension et prise en charge de façon horizontale. On ne se met pas en position de soignant, psychiatre, neuropsy ou psychologue. Et vraiment, c'est la spécificité qu'on a, c'est vraiment de se servir de nos connaissances expérientielles, de piocher à tel moment, ça peut aider le patient. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment l'apport de grilles de lecture différentes et complémentaires avec les autres professionnels du service.
Ce qui fait que les réunions d'équipe sont enrichies, je pense. On a un savoir-faire, donc comme je disais au tout début, c'est des compétences acquises lors de la formation, le savoir-être, les compétences acquises au cours de notre parcours de soins et des apports de la formation. Et pour finir, le savoir expérientiel du MSP, donc les connaissances acquises dans notre parcours de rétablissement. Et pour finir, nous avons fait une petite affiche au CEJAD pour parler du métier de médiateur santé père. Donc là, je n'ai pas parlé de la maison de Parcier pendant cette présentation, mais vous pouvez aussi me poser des questions sur l'association et me poser des questions sur le métier de médiateur santé père. Est-ce que je peux te demander de décrire un peu, parce qu'on a lancé sa maison perchée, effectivement, juste décrire ce que c'est. Pas de problème. Pour que ce que c'est. Okay. Et après, pas de questions. Merci. La maison perchée, c'est une association non médicalisée cofondée par des personnes concernées et pour des personnes concernées. Les 3 missions principales de l'association, c'est d'accompagner les jeunes entre 18 et 40 ans vivant avec une schizophrénie, une bipolarité et un trouble borderline. Donc des personnes qui ont déjà un diagnostic, même si les personnes peuvent venir le matin à la maison perchée pour avoir de l'information. La deuxième mission de la maison perchée, c'est de déstigmatiser les troubles à la fois dans les médias et à la fois dans les institutions type université ou dans les entreprises. Et pour finir, avoir des partenariats avec des structures médicalisées comme le CEJAD, là où je travaille, avec lequel, par exemple, on a co-construit des brochures sur la schizophrénie, sur tous les domaines qui inquiètent, enfin pas qui inquiètent, mais qui sont nécessaires pour les jeunes. Excusez-moi, j'ai un bug. Et voilà, du coup, c'est ouvert du mardi au samedi tous les matins pour tout le monde. Du mardi au vendredi après-midi, c'est ouvert pour les membres de la Canopée, donc notre programme d'accompagnement basé sur la pérédance. Et le samedi, c'est ouvert à tout le monde toute la journée. Il y a des conférences tous les samedis à 16h d'intervenants différents du monde de la santé mentale. 59 avenue de la République, en face du métro rue Saint-Maur. Et l'association, ce que je n'ai pas dit, c'est hybride. On a toute une partie, une plateforme en ligne. Et on a aussi l'association donc 59 avenue de la République dans le 11e. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention, pour votre intervention. Et j'ai juste envie de mettre les deux en plat, comme ça, pour la discussion, et après laisser les questions. Et alors, donc, la maison perchée, c'est comme le lieu de répit? C'est comme le lieu de répit sur le fait que ça soit non médicalisé. D'accord. La différence, c'est quoi? On n'accueille pas de personnes faisant une crise. D'accord. Pour moi, le lieu de répit intervient avant et la maison perchée après. C'est d'un point très intéressant d'intérêt aussi de pouvoir vous avoir aujourd'hui parmi nous, c'est effectivement de montrer comment, au-delà du parcours, vous intervenez à des temps différents, enfin en tout cas les dispositifs interviennent à des temps différents et viennent compléter en fait ces dispositifs entendus classiquement. Moi, ce que je réfléchis, c'était là. Enfin, après, si vous pouvez cette question-là, mais il y a la crise, pour moi, est-ce que dans la notion de parcours, je rebondis dessus, c'est quelque chose qu'on a pu changer ensemble avant, mais
Est-ce que la crise, tout le monde s'entend sur ce qui est dit crise? Qui utilise la crise? Est-ce que, par exemple, les personnes qui arrivent à la maison de répit, au lieu de répit, utilisent bien crise, en disant je suis en crise, je viens dans le lieu de répit? Est-ce qu'en même temps, au début, vous avez évoqué la question de l'adressage, donc est-ce que les gens viennent par eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont adressés? Et ça implique pour moi de quel sens est donné à la notion de crise. Et ça va rebondir sur le parcours, parce que ici, je me rappelle très bien, on a échangé pour préparer cette intervention, où bon, bah, c'est intéressant de travailler sur le parcours. Là, c'était moi, ouais. Et donc c'est pour ça que c'était le parallèle entre parcours et crise. Est-ce que c'est vraiment entendu tout de la même manière? Est-ce que ça a du sens? Voilà. Et comment c'est géré ça localement? Oui, par exemple, avec la motivation, on dit qu'il y a un élément manquant du parcours de soins en psychiatrie. Mais quand on parle aux usagers, aux familles, aux personnes usagers de la psychiatrie, il n'y a pas vraiment de parcours de soins, c'est les parents qui doivent chercher. Ou les jeunes qui cherchent, par exemple, le résident en de voix, c'est un peu comme s'il fallait avoir un réseau de médecins ou de connaissances en psychiatrie pour savoir connaître le bon endroit pour telle maladie, pour tel symptôme. Par exemple, il y a plein de personnes qui partent des CMP parce qu'ils ont l'impression d'être mal pris en charge par des personnes. Et il n'y a pas vraiment de parcours de soins. Par exemple, il faudrait qu'il y ait plus d'équipes mobiles. Ouais, sur la question de la crise, comment on s'entend sur la crise, est-ce que les personnes qui accueillies le greffier se disent en crise, etc. C'est un terme qui a fait pas mal de débats. Moi, il y a une approche que j'aime bien, c'est celle de dire que la crise, c'est une rupture ou un risque de rupture dans le parcours, justement, ou dans la trajectoire de la personne. Et du coup, cette idée de dire qu'il y a un risque de rupture, elle permet je trouve, d'anticiper un petit peu et d'éviter qu'on en arrive à des moments de rupture. Voilà. Après, il y a des critères peut-être diagnostiques, etc. Mais même dans le DSM, par exemple, la crise n'est pas définie, il n'y a pas d'entrée spécifique sur le terme de crise. Donc, voilà, ça, c'était un peu à ta question. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Lucille, je trouve que un des trucs qui est super intéressant dans la Maison Perchée, c'est que c'est quelque chose qui a été créé par des personnes directement concernées, et que du coup, et en plus par des jeunes, et que du coup, c'est vraiment à l'image de leurs besoins. Et c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant à prendre. C'est-à-dire que si elles considèrent que c'est ça dont elles ont besoin, c'est elles qui savent le mieux ce dont elles ont besoin, quoi. Voilà, je pense que dans le dispositif de la vie, il y a un peu cette idée-là aussi. Voilà, après, je sais pas, peut-être qu'on va prendre des questions, mais moi j'ai déjà aussi des questions pour le style, des associations que je vais répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? C'est passé la recherche. On est dans un séminaire de recherche. C'est intéressant d'avoir le retour des chercheurs sur. Excusez-moi. Donc, la question c'était comment vous passer la recherche, parce qu'on est dans un séminaire de recherche et c'est important d'avoir d'avoir la cuisine et le vécu des chercheurs sur le terrain et et savoir qu'on construit la compréhension d'un phénomène qu'on peut avoir avec les outils des sciences humaines et l'anthropologie. Mais est-ce que tu peux nous parler à tout des éléments? Parce que c'était important aussi de comprendre les conditions que ça demande de pouvoir avoir fourni
le travail que tu as fourni qui est qualité. Donc, Allez, faisait partie de mon jeu. Oui, effectivement, c'est vrai que peut-être un peu cette arrière-cuisine, pas forcément, on ne la met pas toujours à jour, enfin, on ne la montre pas toujours alors qu'elle est importante, qu'elle est intéressante. Moi, clairement, en tant qu'individu, en tout cas, je me suis vraiment senti faire part d'un collectif parce qu'il y a vraiment eu une dynamique collective qui était très importante, très forte, notamment sur les premiers temps avec, je ne sais pas, il y a eu une centaine de personnes bénévoles, dont la moitié étaient usagers de la psychiatrie, avec des réunions qui étaient un peu intenses, denses, fréquentes, avec plein de choses qui se passaient. Enfin, c'était vraiment, ça a été vraiment, personnellement, au-delà du fait que c'était hyper intéressant au niveau de la recherche, personnellement, c'était aussi une occasion de beaucoup de questionnements, de réflexion, de transformation aussi. Et puis au cours de ma thèse, et puis le fait que je sois employé par l'association et que je fasse vraiment partie du projet, j'aime à la fin, je coordonner le projet dans son ensemble, c'est-à-dire l'équipe d'intervention aussi. Et puis les relations assez proches que j'ai pu avoir avec les personnes qui étaient accueillies au lieu de répit dans cette sorte de réciprocité, d'horizontalité, fait que j'ai aussi été beaucoup touché par ce qui pouvait se passer, avec des super côtés, puis des côtés des fois un peu plus difficiles, quand le projet collectivement c'était compliqué, hein, du coup voilà, on le ressent très fortement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est exactement de ça dont tu veux que je parle, mais dans une institution telle que le GHU, où j'imagine l'archive pourrait être aussi un terrain de recherche, on a quelque chose d'assez formalisé dans les rapports entre enquêteurs et chercheurs et sur le terrain. Et il semble, en tous les cas, de ce que j'ai pu entendre, de ce que je connais des différents terrains, que le lieu de répit permet un aménagement ou un vécu différent de la distance du chercheur à sa participation dans la création de son sujet. Et c'est pour moi. Donc, il y a ça qui me semble assez important à noter. On est plutôt entre un anthropologue sur une recherche portée par l'institution, par exemple ici, on reste encore dans une distance formelle importante, en faisant des entretiens passant par l'équipe médicale, sur le cadre éthique qui vous l'êtes aussi, mais il y a quelque chose de très formalisé, très protocolisé. On va faire des entretiens plutôt on évite de les faire sur les lieux de soins ou dans l'établissement de soins, mais ça arrive quand même. Il y a cette ambiance-là qui, à mon avis, impacte beaucoup la construction des données, la construction des savoirs et qui ont là-dessus. Je vais continuer sur cette question de la relation traditionnelle, on va dire, enquêteur-enquêté, où nous, on n'était pas du tout sur ce modèle-là, moi, j'étais pas du tout sur ce modèle-là. Les relations que j'ai pu avoir avec les collègues de l'équipe d'intervention, parce que, par exemple, j'ai interviewé aussi les élèves de santé ou avec les personnes accueillies, je pense que ce qui primait, c'était vraiment la relation humaine. Et avant la relation d'enquête ou la relation professionnelle ou soignant-soigné. Et puis la question de la réciprocité, qui je pense est fondamentale dans le travail pair, mais qui est souvent impensée de la relation de soins ou de la relation d'enquête. C'est-à-dire que en fait, les personnes qu'on accompagne, qu'on interroge, qu'on observe, elles agissent aussi sur nous. Et ça, je pense que c'est important de le conscientiser.
et d'en faire quelque chose, quoi, de ne pas le nier, de dire finalement, en fait, moi j'agis, moi je fais du soin, je fais en sorte que les personnes aillent mieux, mais la relation elle est passionnante. Et dans le cadre de l'enquête, c'est vrai que je pense que ça a eu vraiment un impact en termes de qualité des données recueillies, des données un peu vraiment anthropologiques, qui, en plus, comme je disais, c'était vraiment sur la question des relations. Donc vraiment, je pense un discours qui a été beaucoup plus libre de la part des personnes qu'on a interviewées, mais aussi des précautions un peu méthodologiques qu'on a dû prendre, parce que c'est vrai que pour moi, des fois, ça a été un peu compliqué d'extraire du terrain et de prendre du recul pour dézoomer, pour dire, bon, ok, d'accord, il s'est passé ça, il s'est passé ça, mais alors qu'est-ce que ça veut dire, comment je raccroche la théorie et la réflexion que je mène sur la thèse. Voilà. Je crois qu'il y a un point qui est super intéressant là-dessus. Enfin, moi, j'ai un exemple. Donc, on menait des entretiens en binôme, comme je vous disais, avec, mettons moi, avec un usager ou une usagère. Et puis, à un moment donné, on demandait à la personne, bah, alors, qu'est-ce qui se passe pour toi, comment tu te sens, qu'est-ce que c'est que la crise, qu'est-ce que tu peux nous dire. Bon, c'est pas forcément quelque chose de très évident. Et quand la personne qui était avec moi disait, ah ouais, tu sais, moi aussi, en fait, ah oui, toi, tu as ce sentiment-là, bah, moi aussi, j'ai vécu ça, en fait. Là, on sentait quelque chose. Ah ouais, toi aussi, tu as vécu ça. Ah oui, et là, ça lui permettait de rebondir et d'approfondir, en fait, son discours. Et ça, c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Je pense qu'on n'a pas du tout dans une identification classique, on va dire, de recherche, où il y a un peu des rôles l'anthropologue qui vient extérieur, bon, j'ai envie de dire des trucs, mais là, c'est le vaccin, c'est la crise, c'est ce qui se passe dans la tête, etc. J'ai peut-être pas tout envie de dire. Bon, là, c'est forcément pas tout le petit non plus. Passer beaucoup de temps. Et j'ai passé énormément de temps, notamment quand j'étais en coordination là, où je passais 4 ou 5 jours par semaine, personne n'était là-bas. Voilà, et puis ça a duré sur quasiment 6 ans, je crois, mon enquête de données. Alors, on a un problème au niveau technique qui fait que, comme la dernière fois, le son passe très mal parce qu'on s'est déplacé. Mais on a aussi une question et je vais essayer une prouesse technique de donner directement le micro à la personne en ligne et on va voir si on entend dans la salle. Sinon, je l'ai prévenu, elle nous écrira le message et je vous le dirai à haute voix. Alors, Madame Jeanne Villain, arrivez-vous à nous parler? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui? Oui. Bonjour, donc je suis arrivée un peu en retard sur la présentation du lieu de répit, donc il y a peut-être des informations que j'ai loupées, mais je voulais savoir si c'était un dispositif qui était en train de s'étendre au niveau national. Est-ce qu'il y a d'autres, alors vous parliez de Lyon, est-ce qu'il y a d'autres ARS qui sont en cours enfin, qui ont l'idée de financer ces lieux de répit dans d'autres villes? Moi, je suis psychiatre à Paris, donc au GHU. Je m'occupe d'une plateforme de réhabilitation psychosociale. Et dans mon pôle, il y a une équipe mobile, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse comme type d'expérience. Nous, on s'occupe de patients voilà, qui sont plutôt stabilisés, mais voilà, qui peuvent connaître à nouveau une crise dans leur parcours de réhabilitation, de rétablissement. Et je trouve que ce serait vraiment intéressant en complémentarité du travail qu'on fait en réhabilitation psychosociale, d'avoir ce type de lieu qui pourrait être un soutien très complémentaire au travail qu'on fait. Merci beaucoup pour la question et désolé encore pour le son. Idéalement, apparemment, quand on est par ici, il y a un truc. C'est pour ça que j'essaie de rapprocher le sol. Et si tu peux te rapprocher, c'est magnifique. Merci pour la question. Donc, oui, on en a un petit peu parlé, mais peut-être
que je peux toujours le repréciser. Donc oui, pour l'instant, le seul dispositif concret qui existe, c'est celui de Marseille. Oui. Il y a un projet de deux villes, donc Lyon et il me semble que la troisième, c'est Dijon, avec un groupement qui est en train de se mettre en place et un objectif de travailler sur un article 51 au niveau national et avec une dynamique autour de ces trois projets. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres villes qui sont, on va dire, prêtes à passer le cap parce que il y a la question de l'envie du projet, mais après, concrètement, il faut un lieu, il faut un financement pour faire tourner une équipe 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Donc voilà, pour l'instant, il y a que 2 villes supplémentaires en plus de Marseille qui sont prêtes. Et oui, voilà, je voulais rappeler, enfin non, pas rappeler parce que je ne l'ai pas dit, mais du coup, le projet il est né aussi avec des acteurs qui ont été à l'origine du programme Chez Soi d'abord. Et c'est vrai que, qui est notamment parti de Marseille. Et c'est vrai que la question de la complémentarité avec les équipes mobiles ou avec des dispositifs du type Chez Soi d'abord, avec une équipe Chez Soi d'abord, par exemple, clairement, ils nous disaient, ben voilà, nous, clairement, quand les personnes, on les accompagne dans leur logement, mais qu'à un moment donné, ça ne va pas, et qu'on sent que la crise, elle arrive, et ben, on est un peu démunis, et une solution comme le lieu de répit, ça peut être hyper complémentaire, quoi, pour rester sur cet axe de réhabilitation psychosociale, de rétablissement, etc. Voilà. Donc, en complément des équipes mobiles, je vous rejoins, je pense qu'il y a vraiment un intérêt, à articuler les deux. Et si éventuellement vous voulez qu'on communique après le séminaire et que je donne des coordonnées ou quoi pour vous mettre en lien avec les autres projets au niveau national, pas de souci. D'accord. Tu veux faire ça? Merci. C'est intéressant la manière dont vous parlez de la réciprocité. Donc, dans vos interventions. Et je veux juste en savoir un peu plus sur la notion d'horizontalité dont vous avez parlé dans la structure, parce que c'est vrai que c'est assez fort le fait que tout le monde est le même statut. Mais je veux savoir un peu justement qu'est-ce que ça a amené cette horizontalité qui n'est pas exactement la réciprocité, mais ça parle quand même de ce statut. Et un peu sur la manière aussi comment ça s'organisait, parce que vous avez dit qu'il y avait des réunions entre les patients, les accompagnants et les personnes qui font la structure. Et du coup, comment ça passe justement entre ces personnes qui gèrent, parce que c'est jamais forcément les mêmes personnes qui font des réunions, toutes les passations, enfin voilà, la continuité du point, comment elle s'organise depuis 2 mois. Alors, je vais juste répéter la question parce qu'ils ne l'entendent pas depuis la salle. Donc, le premier aspect de la question était par rapport à l'horizontalité. Et voilà, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça apporte notamment dans ce cas. Et la deuxième question était par rapport à la diversité des acteurs, sauf erreur, sur la possibilité de l'information, comment est-ce que l'information peut transiter parmi les équipes. Comment transite l'information dans un principe d'horizontalité. Ouais, je crois que... Ah oui, d'accord. La question de la référence, par exemple. Ok, d'accord. Ok. Et merci, c'est intéressant. Je vais essayer de répondre parce qu'il y a pas mal de questions et puis que c'est assez complexe. Pour commencer, faire un point sur 2 points peut-être sur la participation. Donc, au
début du projet, il y a eu vraiment une phase de construction du projet. C'est là où je parlais tout à l'heure qu'il y avait une participation très importante avec une 50aine de personnes, etc. Il y avait un collectif qui montait le projet. C'est vrai que cette dynamique, elle a été complètement différente. Bon, déjà, à partir du moment où il y a eu l'équipe salariée, parce qu'à un moment donné, il y a eu l'équipe salariée, puis il y a eu ceux qui n'étaient pas salariés. Et puis, une fois que le dispositif était mis en place, avec des personnes qui restaient qu'un mois et demi ou 2 mois, forcément, ce n'était pas du tout la même dynamique, la même participation. Ça, c'est le premier point par rapport à la participation. Le deuxième, c'est bien, ça me permet de le dire, parce que je voulais le dire dans ma présentation et j'ai oublié. On s'est dit, un des principes de l'open dialogue, c'est de ne pas parler des personnes sans elles. Du coup, on a commencé à se dire, si on ne parle pas des personnes sans elles, les réunions d'équipe, ce n'est pas des réunions cliniques. On ne discute pas de, en fait, qu'est-ce qu'on va faire pour la personne. Et une fois qu'on est arrivé là, on a dit, mais en fait, si les réunions d'équipe, ce n'est pas des réunions cliniques, en fait, on peut les ouvrir aux personnes accueillies. Donc, en fait, sauf s'il y avait des choses à parler entre intervenants, les réunions d'équipe, elles étaient ouvertes aux personnes accueillies. Bon, dans les faits, c'est un peu compliqué de participer à une réunion d'équipe quand on n'est pas bien. Donc, il n'y avait pas forcément énormément de monde. Mais voilà, dans l'idée, en tout cas, je trouve que c'était intéressant. Et l'idée, mais encore une fois, c'est qu'une idée, et dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en place, c'était de parler de la clinique, on va dire, dans les entretiens avec la personne et ou avec son entourage. Mais bon, dans les faits, c'est quand même plus compliqué que ça. Comme l'horizontalité, c'est très sympa, c'est un beau principe, mais ça a conduit aussi à des écueils. C'est-à-dire, en fait, tout le monde peut prendre des décisions. Donc, un tel, il peut prendre la décision après que Bidule il ait parlé. Donc, on ne sait plus on sait plus comment on fonctionne. Et puis, des rapports aussi de pouvoir qui ressurgissent. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait, et puis peut-être, Lucie, elle pourra en dire un mot, mais cette question de un peu d'égalité, d'horizontalité, je pense qu'elle est importante dans la relation pour justement pour casser un peu cette hiérarchie, quoi. Moi, je suis médecin ou je suis soignant, et toi, tu es en dessous parce que tu es soigné et que ça. Et le travail pair, il permet ça. Il permet de dire. Mais en fait, ce n'est pas une question de relation entre soignant et soigné, c'est une question de relation entre des personnes qui ont vécu des trucs. Voilà. Ah oui, et sur la transmission d'informations. Donc, sur la référence, on a fait des binômes ou des trinômes de référence, mais je pense que ça a évolué. Enfin, moi, je suis resté, comme je disais, plusieurs années sur le projet, mais déjà, dans ces plusieurs années, il y a eu plusieurs changements par rapport à ça. Et depuis que je suis parti, ça fait 2 ans que je suis parti, je pense. Je pense qu'il y a encore eu des changements. On était parti sur des binômes, des trinômes de référence, et avec des temps de passation entre l'équipe du matin et l'équipe du soir, 1 heure de transmission. Mais effectivement, la question de l'information, elle était vraiment primordiale. Moi, ce que je demandais aux intervenants quand ils arrivaient, c'était quasiment le premier truc, c'était de prendre connaissance des informations que les collègues avaient laissées. Parce que si on est venu 2 jours avant et qu'on se repointe et qu'en fait, on ne prend pas connaissance de ce qui s'est passé, on peut se retrouver dans des situations très délicates. Donc, la question de l'information, elle était vraiment... Et je ne sais pas, est-ce que tu veux parler sur la question de l'horizontalité dans la relation de la pérédance, par exemple? Il faut aller tiens. Pour l'horizontalité entre médiateur santé pair et patient, ça va pas forcément de soi tout de suite pour les patients, puisqu'il y a tout le cadre, enfin en tout cas au CEJAD, quand je travaille au CEJAD, parce qu'il y a tout le côté institutionnel de l'hôpital, le fait d'être dans un bureau, que on n'a pas de blouse, ça c'était vraiment un gros débat quand je suis commencé le métier dans la promo, c'est est-ce qu'il faut mettre des blouses, est-ce qu'il ne faut pas mettre de blouses. Enfin, du coup, il y a beaucoup de questions qui se sont posées par rapport à cette horizontalité qui est complètement différente à l'hôpital et en associatif, pour le coup. Donc, comme je vous disais, à l'hôpital, c'est bureau. Même si on essaye de casser les codes, de dire tu peux me tutoyer, etc., il y a quand même toujours quelque chose qui reste. Et du coup, c'est au fur et à mesure connaître les patients dans les groupes, dans les entretiens. Et au fur et à mesure, la confiance, ça s'installe. Et oui, le patient va forcément délivrer plus de choses
personnel à un médiateur santé-père qu'un psychiatre. Pas tout le temps, ça peut... Mais... Et dans l'associatif, du coup, cette horizontalité à la Maison Bercher, elle se fait très, très rapidement, parce que c'est autour d'un café, c'est le cadre qui change, en fait. Donc, elle est impactée, l'horizontalité dans le métier de médiateur, je pense qu'elle est vraiment, oui, impactée par le cadre. Oui, c'est ça, il n'y a pas de lit d'hospitalisation. C'est un lieu de consultation et un lieu où on fait des groupes I Care, You Care, donc à la fois pour les patients et à la fois pour les familles. C'est ça, oui. Et c'est vraiment spécialisé dans les premiers épisodes de psychotique. Vraiment, c'est est-ce qu'il faut être adressé par un médecin pour aller au CEJAD? C'était la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien rebondir aussi, parce que c'était un peu en lien avec ce que je voulais te demander. Vas-y. Je vais rebondir un peu sur la question des premiers épisodes psychotiques, et parce qu'il y a pas mal d'interventions comme les dispositifs de cycle répit ou Soteria ou des équipes mobiles qui sont évaluées sur des premiers épisodes psychotiques. Et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un intérêt à appuyer sur ce moment-là, qui est à mon avis assez prépondérant dans le parcours de soins en psychiatrie. Et voilà, il y a quand même pas mal d'hospices sous contrainte qui touchent des jeunes personnes. Et c'est vrai que quand son premier rapport à la psychiatrie, aux soins psychiques hospitaliers, c'est la contrainte qui peut être violente, traumatisante, qui des fois provoque des traumatismes qui vont même pouvoir aggraver les troubles. Du coup, c'est pas forcément un super pronostic pour les soins à venir, quoi, parce que enfin, déjà, ça fait pas, enfin, ça permet de, comment dire, ça permet de contenir la crise, etc. Enfin, voilà, je ne veux pas dire que ça n'a pas d'impact, mais ça peut aussi faire un petit peu du mal. Et puis, par la suite, quand il y a un deuxième épisode qui se présente, un troisième épisode, et qu'on dit, tu veux aller à l'hôpital, l'image qui vient de l'hôpital, c'est ce qui a pu se passer, par exemple, pendant la contrainte. Donc, du coup, on se dit, non, j'ai pas trop envie d'y aller. Et sur la question aussi, tu parlais, Lucie, du diagnostic, où effectivement, je trouve que c'est super important, intéressant, où je disais tout à l'heure, peut-être sur les questions un peu morales, sociales, de qu'est-ce que c'est que les troubles psychiques, et notamment la schizophrénie, où on a quand même une étiquette une vision hyper négative de la schizophrénie, en sachant que le diagnostic de schizophrénie est quand même très variable en fonction des personnes qui le posent, qu'il y a tout un ensemble de symptômes qu'on a un peu du mal à regrouper, qu'on a dit, oh, ça c'est la schizophrénie, mais que des fois, voilà, et qu'on peut peut-être parler je sais pas moi, de symptômes schizophréniques ou de diagnostic de schizophrénie, mais quelque chose qui n'est pas forcément durable. Enfin, voilà. Et du coup, je trouve que ce moment-là, il est important. Et comme tu dis, le fait de pouvoir discuter avec une personne qui peut avoir la même expérience. Tu m'aurais pu rester tout. Ouais, oui. Tout à fait d'accord avec Ismaël. Je vais rajouter une chose par rapport au premier épisode psychotique, à l'hospitalisation sous contrainte. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sous contrainte, je touche du bois. Mais c'est surtout le fait que encore aujourd'hui, je fais des cauchemars d'enfermement, de psychiatrie. Donc c'est vrai, c'est réel. Et ça va. Le lieu de répit, ça va complètement à l'opposé de cet enfermement, justement, qui est violent. Donc, c'est peut-être que certains patients du lieu de répit vont être hospitalisés après, mais déjà que ce lieu existe, que le soin en psychiatrie se fasse de façon plus douce, c'est super nécessaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la Maison Bercher.
qui est vraiment à lui aussi d'entraide, une communauté d'entraide entre personnes souffrant de troubles psychiques. Et on n'est pas dans l'entre-soi, on n'est pas dans... non, c'est une association qui est ouverte sur la rue, les gens peuvent venir boire un café, les familles peuvent venir avec ou sans leurs enfants. Voilà. Et pour moi, c'est une façon plus douce. On est non médicalisé, mais c'est quand même une façon plus douce pour moi d'aborder les soins en psychiatrie, que ce soit le lieu de répit ou la maison perchée. Je me rapproche. Si tu me permets, vous avez évoqué la souplesse, la douceur, la souplesse, le choix. C'est des éléments, d'avoir une structure qui soit suffisamment souple pour que les gens puissent prendre des décisions au moment où ils le sentent, où ils le ressentent, etc. Et la question du choix, elle est extrêmement importante. En tout cas, ce que vous avez pu montrer chacun avec vos expériences et les dispositifs qui sont mis en place, c'est aussi cette importance de pouvoir que la personne puisse se saisir de l'espace dans lequel elle se trouve. Et cette lecture-là, elle est offerte par des dispositifs comme les vôtres. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, bonne question. Et du coup, je vais garder le micro. Est-ce qu'en fait, cette tendance à proposer des alternatives, des choix, une souplesse, est-ce que, à vos yeux, c'est quelque chose qui est une tendance générale, en fait, que ce qu'on entend par parcours, dans l'ensemble, voilà, va vers quelque chose de plus modulable, de plus personnalisable, ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose, en termes de tendance, hein, qui est en marge, et la plupart du reste de la psychiatrie va vers un parcours unique, en fait, balisé, simple, direct, avec 3 cases, et tout le monde passe vers ces 3 cases. Je ne sais pas qui. Merci. Je ne sais pas si je saurais répondre en termes de tendance générale. Ce que je pense en tout cas, c'est que, et puis pour rebondir sur ce que disait Romain, c'est vrai que, de toute façon, la question du choix, on sait qu'elle est déterminante. Que, ne serait-ce que penser à la question en termes de parcours, enfin, pour moi, parcours, j'ai une image qui vient dans la tête où, en fait, à un moment donné, c'est là, et puis après, c'est un autre endroit, et puis après, ça revient en arrière, et puis après, peut-être, ça s'arrête, et puis après, ça reprend. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose, justement, de linéaire, parce que là, à mon avis, il y a un risque de vouloir absolument que les personnes, elles répondent à cette vision qu'on a très, très linéaire. Et du coup, quand ça ne répond pas, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre, quoi. Et de penser en termes de parcours, justement, et de choix, que de toute façon, la personne, elle va faire d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est sa vie. Peut-être elle sera hospitalisée, peut-être pas, ou peut-être elle va... Enfin, voilà. Je pense que ça permet de... Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est une tendance générale. Après, je pense que de toute façon, la psychiatrie, mais la psychiatrie hospitalière aussi, elle s'est toujours beaucoup posé de questions sur qu'est-ce qu'il faut d'autre et ouvrir d'autres dispositifs. Il y a quand même beaucoup plus de choix maintenant que même en plus des dispositifs alternatifs, mais même en psychiatrie hospitalière, je pense qu'il y a beaucoup plus de choix maintenant qu'il y a peut-être 20 ans. Si tu veux dire quelque chose. Oui, du coup, pour le parcours, moi, dans mon parcours personnel, je n'ai pas eu de parcours réellement, en fait. Donc, faut chercher. Pour connaître ProFamille, qui est un programme de psychoéducation pour les parents d'enfants souffrant de schizophrénie, ma mère a fait des recherches. On ne lui a pas donné, j'ai pas eu de groupe de TP, j'ai pas eu de psychoéducation. J'ai eu une équipe mobile, Elsa, qui venait pendant mon hospice sous contrainte, où j'ai été orientée après vers un centre en addicto. Là, il y a eu lien, j'ai eu de la chance qu'il y ait eu lien à ce moment-là. Mais sinon, non. Ma mère, elle parle même d'opportunités. Quand elle en parle, elle me dit il y a eu des opportunités, il y a eu cette infirmière qui t'a aidé, il y a eu un, mais si tu cherches pas, si ta famille ne cherche pas assez. Et je le vois à la maison perchée. Les parents qui arrivent, qui
on leur délivre de l'info aussi, on leur délivre vraiment beaucoup d'infos aussi, quoi. Oui, non, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose de super important. Comme tu dis, effectivement, c'est des rencontres. Je pense que des espaces comme la Maison Perchée, tu disais tout à l'heure, où voilà, des personnes peuvent venir quand ça va moins bien, et du coup rencontrer d'autres personnes qui vont dire: ah ouais, tu rencontres ça, mais tu sais qu'il existe ça, tu sais qu'il existe ça, il y a tel choix, il n'y a pas tel choix, moi ça s'est passé comme ça. Enfin voilà, déjà c'est un accès, je pense, à l'information et à ce qui existe, qui est effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et de familles qui sont assez démunies face aux de santé mentale et trouver de l'info, c'est pas toujours évident du coup, d'avoir de l'info directe comme ça, comme par exemple à la Maison Perchée ou autre chose. Je pense que c'est essentiel en termes de parcours pour pouvoir après pour pouvoir agir sur le parcours. Les gens sont multiples en ligne. Ils sont là. Merci beaucoup. Eh ben, je propose d'aller vers la conclusion de cette séance. Est-ce que vous avez des choses à ajouter qui seront en complément de vos propos, des questions vous aurez des réponses auxquelles vous auriez voulu répondre, mais vous n'avez pas eu la question? Ouais, c'est vraiment ce que je trouve super intéressant, c'est la conclusion et l'ouverture de Ismaël sur comment on traite la crise de façon morale aujourd'hui. Et je l'avais lu hier. Du coup, j'ai pas mal réfléchi hier soir et ça, oui, ça veut dire beaucoup de nos sociétés, comment on gère ça. Pour l'instant, on gère parfois de manière un peu violente pour les patients. Donc, il y a des pistes d'amélioration et je pense que ça ouvre des discussions. Quoi. Et du coup, je te renvoie un peu à la balle parce que je trouve que justement, c'est vraiment, notamment vraiment des points forts de la Maison Perchée, et puis avec cette dynamique aussi qui est très ouverte sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Puis le fait que ce soit des jeunes aussi, je pense que ça joue. Mais vraiment, c'est un peu cette occupation de l'espace médiatique avec plein d'émissions de télé, de radio, etc., etc. Et pour pouvoir parler de ces difficultés de santé mentale, je pense que c'est vraiment hyper important, justement pour qu'on change un peu notre regard sur le trouble psychique, en sachant qu'on a tous et toutes des santé mentales qui sont variables, forcément par définition. Donc, c'est bien qu'on puisse en parler. Et moi, je vous renvoie la balle à tous les deux parce qu'effectivement, vous montrez, vous amenez une dimension qui n'avait pas été encore abordée, cette question, effectivement, qui doit aussi rassurer les professionnels, parce que le tout début de ton propos, c'est en lien avec la morale qui évolue, qui se transforme dans le temps. Au début de tes slides étaient sur effectivement l'antipsychiatrie. Est-ce qu'on va quand même identifier comme parfois étant anti ou contre ou comme une alternative? Et on voit bien qu'en fait, il y a des dispositifs qui naissent dans l'opposition et qui en fait créent de la complémentarité avec ce qui est fait, avec les dispositifs qui sont en place. Et là où parfois on peut voir de la rupture, de l'opposition, etc., il y a de la complémentarité. Là où on voit des perdus de flux, et en fait il y a peut-être des choix qui sont faits, des places qui sont prises, etc. Et donc en fait, tout ce qu'on ne voit pas peut paraître parfois vu comme étant des choses négatives, et en fait, au bout du compte, peut-être que les gens sont au lieu de réplique, ça se passe bien, peut-être à la Maison Perchée, ça se passe bien. Voilà, c'est un message rassurant qui fait qu'en fait, au bout du compte, plus que de voir des oppositions, on est sur des complémentarités et des allers-retours et des va-et-vient. Et en fait, ces dispositifs-là, la psychiatrie est en train de redéfinir, reconfigurer toutes ces choses-là. Et je trouve ça vachement intéressant. Et merci encore une fois pour votre intervention et puis pour nous partager ces expériences-là. C'est précieux. C'est précieux d'autant plus que le 24 octobre 2024, où normalement il y aura 200 personnes et on refusera des entrées. Voilà. On va traiter la question des ruptures et des bifurcations.
Et donc, ça fera écho forcément avec ce que vous aurez dit. Donc, on sera obligé de ramener vos propos en disant vous parlez de rupture, mais attendez, est-ce que vous avez pris en compte le séminaire du 16 mai? Voilà, vous avez intérêt à avoir pris en compte le séminaire du 16 mai. Donc, voilà, donc, on va s'arrêter là pour cette séance. Je remercie énormément nos deux intervenants d'avoir été présents et d'avoir dit ce qu'ils nous dit. Voilà, merci beaucoup pour ça, c'est très précieux. Merci d'avoir été là en présentiel pour ceux qui ont été là et aussi en distanciel pour ceux qui sont en distanciel. Voilà, et puis donc on se retrouve le 24 octobre, donc dans un petit bout de temps, mais voilà, et puis à très bientôt et merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci.